Alors, nouvelle série, question sur la biodiversité, les ravageurs, les prédateurs et autres bestioles. Martine, attention la réponse. Aïe aïe aïe. Martine qui demande, j'ai des taupes et des limaces dans ma serre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas ce qu'il faut faire moi. Que me conseilles-tu? C'est ça la question. Ok, donc ça, bon, les taupes déjà, est-ce que ça crée réellement un problème? J'ai hésité à modifier la question, à dire comment m'en débarrasser, mais c'était pas permanent. Comment les détruire? Non, alors j'ai des limaces et des taupes, et donc que me conseilles-tu? Ben, bon, déjà attirer la biodiversité, ça c'est pour les limaces, je dirais mettre une mare dans ta serre, ça va attirer potentiellement les crapauds, faire des cachettes pour les orvets. Donc la biodiversité c'est la réponse un peu à tout. Pour les limaces, planter densément comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu as besoin d'une salade, t'en mets 4, là t'en auras trop, tu pourras même en donner aux voisins. Les taupes, est-ce que c'est vraiment des taupes ou des campagnols, râteaux-pieds? Parce que la taupe, pour moi ça crée pas tellement de dégâts, ça fait au contraire tu peux récupérer la terre et planter dedans. Ça fait des trous. Les taupes, moi, elles me dérangent pas, elles mangent un peu de vers de terre, mais c'est pas méchant. C'est souvent les campagnols qui sont dedans qui créent des problèmes. Campagnols, moi, je plante dans la serre, comme c'est un lieu un peu très fermé avec un biotope particulier, je plante du ricin, moi, qui les éloigne un petit peu. Ouais. C'est pas miraculeux, mais ça voilà. marche bien. Je n'ai pas trouvé ça si efficace que ça. Tourteau de ricin, t'as essayé? Non, parce que c'est un truc que tu achètes, c'est un intrant. Alors déjà c'est un truc qu'il faudrait acheter, que je ne sais pas produire moi, donc pas trop. Après tout ce qui est engrais, tout ça, j'en produis assez tous les jours. Voilà. Plus en répulsif quoi. Plus en répulsif. Ouais. Mais du coup, ouais, et puis c'est un répulsif, c'est un insecticide, du coup, non, ça m'intéresse pas d'utiliser ça, juste pour repousser quelque chose. Et puis moi, j'applique vraiment ce principe qu'on ne fait pas contre, on fait avec. Et du coup, tout ce que tu disais, voilà, plutôt attirer les prédateurs, mettre une mare, ça attire les prédateurs. Les serpents aussi, les couleuvres qui ont dans la mare, potentiellement peuvent manger les petits rongeurs. En gros, s'il y a un problème d'un ravageur, quel qu'il soit, c'est plutôt voir c'est quoi son prédateur et favoriser le prédateur. Après la taupe, c'est pas du tout un ravageur, ça ravage la terre parce que ça fait des trous, ça fait des trucs, et puis ça fait pas des beaux gazons bien droits. C'est pas ce que je cherche à faire ici. Les taupes, elles sont gênantes parce qu'elles sont dans la couche arabe, dans la couche la plus intéressante pour les cultures, parce que c'est là qu'elles trouvent les gros vers qui vous mangent vos plantes, les larves de hanneton par exemple. Bon, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, mais le peu qu'il y a, ça peut manger les plantes, mais les taupes, elles mangent ça. Donc, elle est là pour vous aider, la taupe. En plus, elle va aérer le sol, elle va le décompacter. Puis... Donc voilà, pour moi, c'est pas un ennemi. Et la limace, voilà, allez voir la vidéo. C'est ça. Après, quand même, le lieu confiné de la serre, c'est un peu plus difficile, je trouve, de créer un équilibre. Ouais. Surtout si c'est pas des taupes. C'est peut-être des campagnols, parce que souvent les gens me posent la question sur les taupes. Et c'est pas les taupes. Et en fait, c'est des campagnols. Ouais, c'est vrai que dans la serre, le problème de limace, moi alors, quand c'est culture en plein terre, on ne peut pas forcément faire la même chose. Moi, sur la culture de plant, c'est là que je peux avoir des ravages des limaces qui pourraient être gênants. Du coup, j'isole mes plantes des limaces, je remplis des bacs pleins d'eau et je pose des palettes au milieu et je mets mes plantes sur les palettes, donc elles sont au-dessus de l'eau, mais c'est un peu comme des douves autour des châteaux, tu vois. Et là, les limaces ne peuvent pas y aller, il n'y a plus de problème. Et tout ça sans faire de mal aux limaces parce que j'adore les limaces. C'est nos amis. Voilà. Il y a eu plusieurs questions par rapport aux fourmis, c'est pour ça que j'ai un peu passé au-dessus, des problèmes de genre les fourmis qui viennent manger les graines de carottes, donc pas possible de faire des semis de carottes. La question avant c'était, je sais plus par rapport à quoi, mais bon voilà, est-ce que toi tu as eu des problèmes de fourmis, comment tu fais par rapport à ça? La Thanaisie, une fois j'avais un endroit où il y avait des fourmis qui étaient un peu embêtantes, on a planté quelques pieds de Thanaisie, les fourmis sont parties, alors je peux pas affirmer que c'est la Thanaisie, parce que ça peut être tout un tas d'autres facteurs, mais la Thanaisie ça a l'air de marcher, donc pourquoi pas éventuellement des purins de Thanaisie, mais en vrai j'ai pas de problème avec les fourmis en fait. Ouais, moi non plus, puis moi je suis fan de tous les insectes, mais les fourmis particulièrement c'est un truc de malade. La menthe pouillot, ça repousse l'arôme un peu comme la Thanaisie, je pense que pas mal d'aromatiques, tout ce qui est méditerranéenne, je pense que les thym, les sarriettes elles aiment pas trop l'odeur, c'est un peu fort, donc peut-être que quand tu fais ton semis de carottes, tu broies quelques feuilles de menthe, quelques feuilles de Thanaisie que tu mets là au-dessus, ou tu fais un petit paillage avec ça. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au purin, et peut-être ça se tente aussi, petit arrosé avec un peu de purin dedans. Voilà, ça doit pouvoir marcher. Si c'est un problème d'une fourmilière qu'on veut faire partir, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut avoir une vision. Moi j'arrive à avoir cette vision là, il ne faut pas avoir peur de tuer quelques fourmis, il ne faut pas voir la fourmi comme un être vivant, parce que quand on étudie, quand on voit vraiment comment fonctionne la fourmilière, la fourmi n'est pas un être vivant, c'est juste une cellule d'un être vivant qui est la fourmilière. Donc n'ayez pas peur de casser une fourmilière et de tuer quelques fourmis en le faisant.
La reine va juste gérer les pontes et faire un peu plus de pontes. Donc si on a une fourmilière qui gêne et qu'on veut déplacer, ben on l'abîme un peu, on la casse un peu et on l'arrose. Les fourmis n'aiment pas être inondées, elles font tout pour que l'eau, donc arrosez pas juste une fourmilière, l'eau ne va pas rentrer dans le cœur de la fourmilière. Il faut la casser un petit peu et l'arroser. Et là, amusez-vous, faites-le et observez. Là, ça va s'activer dans tous les sens, on va récupérer les larves, on va récupérer les œufs, on va se déplacer, on va amener tout ça ailleurs, ou on va essayer de réparer. Et si vous voyez qu'elles vont vers la réparation, hop, on remet de l'eau, il faut leur donner envie de partir, et là, elles vont juste sauver les meubles, tout embarquer, et hop, elle est un peu plus loin, et vous avez déplacé une fourmilière sans faire de dégâts, parce que vous n'avez pas tué la fourmilière. Si vous avez tué quelques fourmis, noyé quelques fourmis en passant, la reine va gérer les pontes, elle va pondre un peu plus, et puis rééquilibrer sa population. Et on n'a pas fait de mal, la fourmilière est stable et sera stable pour plusieurs années. Une fourmilière, ça vit plusieurs années. Et écraser une fourmi en passant, si on commence à avoir peur de tuer une fourmi, on ne se déplace plus. Il y en a partout des fourmis. Là, je suis sûr qu'un s'asseyant, on en a tué. Là, surtout toi. Voilà. Du coup, moi, j'ai quand même une approche légèrement différente. C'est-à-dire que moi, s'il y a une fourmilière là, je ne veux pas faire des semis de carottes. Ah, c'est toi qui vas déplacer ta culture. Ma culture carotte, elle peut très bien se faire là-bas, tu vois. Oui, ah bah oui, je suis d'accord. Du coup, là, je mettrais des choux, peu importe, un truc qui s'en fout des fourmis, quoi. Je suis d'accord. Ça m'est jamais arrivé. Moi, je dis pas que je le fais, hein. Ah, je dis, si tu veux déplacer une fourmilière, je parle à toi qui me regarde, fais ça, mais. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Sinon, fais-le à côté, quoi. J'ai juste essayé une fois la Thanésie, mais j'ai pas rien fait de spécial. Sinon, moi, généralement, je m'adapte à la fourmilière parce que c'est mes copines. Ouais, mais surtout que les fourmis, elles améliorent le sol, elles aèrent le sol, elles fertilisent le sol de tout ce qu'elles font. Alors, on n'en a pas en France qui font pousser des champignons, mais bon, en tout cas, elles améliorent le sol, elles aèrent. Et puis c'est génial. Les pucerons, elles sont cool. Et elles élèvent, moi, alors ça, il y en a qui comprennent pas quand je dis ça, mais c'est les fourmis, elles élèvent, elles protègent les pucerons. Donc, grâce aux fourmis, tu peux avoir des pucerons encore un peu plus toute l'année. C'est génial. Mais bon, bref. Ben on va passer à la suite parce qu'il y a une question sur les gendarmes, mais tu connais un peu un gendarme comment je sais qu'il est généralement déconseillé de se débarrasser des gendarmes. Ils sont très cool, ils se mettent au soleil. Car ils mangent les parasites et les champignons, mais ils n'ont pas bon goût, donc peu de prédateurs. Seul problème qu'ils me posent, c'est qu'ils dévorent la plupart de mes fraises. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les gendarmes. J'en avais plein, ils se mettent au soleil en bande et ils font jamais. Effectivement, s'ils sont très nombreux, peut-être qu'ils peuvent manger un peu de tes fraises. Moi, j'aurais tendance à dire de ne pas les embêter, quoi. Biodiversité, toujours pareil. Solution contre un ravageur. Après, le gendarme, pour moi, il y en a pas mal. J'en vois ici, dans les arbres, beaucoup, sur les bourgeons. Mais les crapauds mangent beaucoup les punaises ou les gendarmes. Les crapauds, ils sont capables de manger des trucs que personne ne mange, quoi. Notamment les punaises et probablement les. Des mares. Voilà, faites des mares pour que les crapauds puissent se reproduire. Des zones avec des tas de bois, des tas de pierres, des endroits où ils puissent aller se faufiler, se camoufler dedans, parce que le crapaud. C'est un amphibien qui est presque plus aquatique, il a besoin de l'eau pour se reproduire, mais pour le reste de sa vie il est très terrestre, donc des mares et des tas de bois et des tas de broussailles qui puissent aller dormir tranquille. Voilà, alors on passe sur une nouvelle série, gestion de l'eau. Karen qui demande, je rencontre un gros problème d'irrigation dans mon jardin fruitier, sur un terrain qui a une pente de 10%, elle s'aperçoit que les racines des arbres ne parviennent pas à retenir l'eau en profondeur, même les semis d'arbres sont censés avoir des racines profondes et qu'elle se retrouve à devoir arroser. Donc comment tu gères l'irrigation toi, sur des terrains en pente qui sèchent très vite? Il y a plein de façons de faire, il y a les baissières, donc une tranchée sur courbe de niveau qui permet à l'eau de ne pas filer dans la pente mais de tomber dans la rigole. Potentiellement, vu qu'on creuse une baissière, on a une butte aussi qu'on peut mettre qui va ralentir l'eau. Des petits ruisseaux, des baissières, de la matière organique, des arbres, parce que les racines permettent quand même de faire rentrer l'eau. Ou alors sinon il y a d'autres techniques mais qui sont beaucoup plus énergivores, c'est la création de terrasses carrément, quoi. Ils faisaient beaucoup ça avant, nous dans le sud on les appelait ça des restanques, terrassés, mais bon plutôt les baissières c'est plus simple à mettre en œuvre, des tranchées sur courbe de niveau. Ouais. C'est en gros le système des baissières, c'est une panne, donc tu fais une tranchée où tu creuses, tu ramènes la terre en dessous, donc au lieu de faire comme ça fait comme ça. Donc la partie comme ça retient l'eau et sur la partie comme ça, du coup tu as ameubli un peu la terre, c'est là que tu plantes tes arbres et ils seront un peu plus irrigués. C'est ça, et on peut même mettre les baissières qui ne sont pas sur courbe de niveau pour diriger l'eau vers là où on veut. Souvent les terrains, c'est un peu compliqué à dessiner avec les mains comme ça. Ouais. Mais les baissières, allez voir les bouquins sur le design. S'informer sur les baissières. J'essaye même pas. Alors, c'est ça, moi j'ai failli faire un truc des crêtes et tout. Mais ouais, c'est ça, c'est normal, ça va vers les creux, il faut l'envoyer vers les crêtes, mais pas on fera une vidéo là-dessus, J'ai partagé récemment une vidéo, donc Véronique et Noémie, j'ai partagé une vidéo où j'expliquais comment je gère l'eau dans le jungle tunnel. Comment toi tu gères de l'eau dans ta serre?
Comment je gère l'eau? Ça dépend, fabuleux, mais en gros, en général, moi, il n'y a pas de système automatique dans ma serre. Je regarde la zone. Si je trouve que la zone est trop sèche, je mets de l'eau. Si je trouve qu'elle n'est pas trop sèche, je mets pas d'eau. Et il n'y a pas de gestion automatique, c'est au feeling, au ressenti, au toucher, je mets le doigt dans la terre. Si c'est humide, il n'y a pas besoin d'eau, quoi. Ouais. Et moi, j'ai la chance d'avoir une source plus haute que la serre, donc pour moi, c'est facile par la gravité d'emmener l'eau, quoi. Encore une question perso pour toi, Fred, qui demande tu as quitté le Var pour aller plus au nord. Est-ce que c'est pour une question de pénurie d'eau? Pas que. Tu y as un peu répondu tout à l'heure par rapport à l'évolution climatique, mais... Pas que, hein, c'est plein d'autres raisons. Moi, je voulais une ferme dans le Var, c'est hors de prix. Vendre un petit terrain dans le Var, ça m'a permis d'acheter une ferme en Corrèze. Puis la nature, tout ça, quoi. Ouais. Alors, Daniel, les paniers d'Olon. Comment et à quelle fréquence tu arroses l'intérieur de bois? Tu viens de répondre. Voilà. Ça dépend. Ça dépend, quand il y a besoin. Est-ce que tu as testé le bassin à base de chaux? C'est Tissia qui demande ça encore. J'ai des amis qui Tu parlais de faire des recherches là-dessus, il paraît. Et ouais, je parle beaucoup trop. Non, oui, alors moi j'ai des amis qui ont fait des mares, donc pour éviter la bâche, éviter le béton. Il y a la chaux, la bentonite, l'argile compactée, enfin il y a plein de solutions. Oui, ça marche, hein, la chaux. Les Romains faisaient des bassins à la chaux très efficaces, quoi. Mais c'est quoi la question en fait? Voilà, apparemment tu en avais parlé, personne voulait savoir si tu avais testé. Voilà. J'ai pas testé moi personnellement, parce que j'ai pas utilité de le faire, mais je connais des gens qui le font et je suis en train d'essayer de voir. Voilà, après je suis désolé, là ça fait très longtemps qu'on est dans la caméra, il y a des questions ça fait 8 heures qu'on est là, qui se ressemblent, voilà, on va passer à les dernières séries autres à préciser. Donc là on a des trucs qui vont sur pas mal de sujets différents. Maël qui dit, comme l'a si bien dit Damien, si nous achetions tous des panneaux solaires et des batteries, ce serait une catastrophe écologique. Est-ce que tu t'es intéressé à la génération d'électricité grâce à l'eau et pourquoi n'es-tu pas allé dans cette direction? Alors moi j'ai une approche assez différente par rapport à certains, c'est-à-dire pour moi l'électricité c'est pas, j'ai la chance que ce soit pas une nécessité. Pour moi ça fait pas partie de mes besoins vitaux l'électricité. J'ai vécu longtemps sans électricité, que ce soit en France ou dans d'autres endroits du monde. L'électricité je vois ça comme un luxe en fait. Donc pour moi mon travail principal c'est pas d'aller... Donc je suis pas un spécialiste d'électricité parce que je sais très bien m'en passer. La dernière fois on avait une semaine de panne d'électricité, mes filles étaient hyper heureuses de vivre sans électricité. Il fait jour, voilà. Et sinon, qu'est-ce que... Oui, par rapport à l'eau, l'électricité avec l'eau, oui, c'est un truc qui m'intéresse. Je suis souvent en contact avec Barnabé Chaillot, encore une chaîne YouTube à regarder, Monsieur Bricole Tout. Donc oui, on s'intéresse un petit peu à comment créer de l'électricité avec l'eau. Mais pour moi, c'est pas ma priorité, c'est un truc un peu secondaire, quoi. Voilà. Ouais, il y a pas mal de trucs, j'essaye de survoler un peu. Sinon, par rapport à l'électricité, juste un petit truc aussi, c'est que c'est vrai, on veut... ça me fait penser au... Comment je vais amener ça? Souvent l'électricité, on cherche l'autonomie sur l'électricité. Tous on veut des panneaux solaires. Enfin, beaucoup en tout cas veulent des panneaux solaires, veulent des batteries. Et on crée un réseau autonome pour son électricité. Alors quand on parle de jardin, on parle des mycorhizes, de tout ce qui se connecte sous terre. Les arbres sont connectés entre eux par des racines, par des champignons. Et du coup il y a un système de réseau qui existe déjà aussi pour l'électricité. C'est-à-dire que nos maisons sont toutes connectées les unes aux autres. C'est sans doute plus efficace de passer sur des énergies comme peut-être Enercop ou d'autres, je ne suis pas un spécialiste, donc peut-être pas Enercop, mais un autre distributeur d'électricité écolo. À mon avis, ça peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus écologiste de se connecter tous, de garder ces liens qu'on a entre les habitations plutôt que de créer plein de petites cellules autonomes où chacun achète ses panneaux, ses batteries, etc. Il me semble que tous des batteries, c'est sûr que ça peut être c'est pas soutenable en fait, on ne peut pas produire toutes ces batteries de façon soutenable. Et puis par rapport à, si on voit vraiment sur du long terme, ok, s'isoler un peu, réussir à produire son électricité grâce à des panneaux, ça peut être intéressant maintenant, mais il va arriver un jour, de toute façon c'est très polluant et de toute façon on n'aura même plus de quoi en fabriquer et on va devoir trouver une autre solution. Comme se passer d'électricité et trouver un autre moyen de faire de la lumière, un autre moyen de se chauffer, un autre moyen. Et vu qu'on sait, enfin pour moi ça sera peut-être pas sur nos générations ni celle de nos enfants, mais vu qu'on sait qu'un jour ça va arriver, pourquoi pas déjà aujourd'hui chercher à avoir une solution qu'on sait durable, qu'on sait résiliente. Bien. Ça va donc, bien. Du coup on a été coupé sur une question, on ne sait plus où on en était, mais en gros les panneaux solaires, oui c'est moi qui expliquais que pour moi c'est pas durable et que du coup autant chercher des solutions qui soient vraiment durables et résilientes. Sinon voilà, et puis en plus ouais c'est vrai que c'est polluant les batteries et tout ça, donc voilà, moi
voilà, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure aussi. La sobriété en tout cas. Essayer d'aller vers la sobriété, c'est simple à faire et c'est presque jouissif, c'est agréable de diminuer sa consommation électrique. Il y a plein de petites solutions. Voilà. Complètement. Alors après, il y a des petites questions sur est-ce que tu as testé l'électroculture? Je suis pas fan du concept. Qui dôme le jardin de petits colibris? Je suis pas fan du concept d'électroculture en fait. Moi j'aime bien imiter ce que je vois dans la nature. Et c'est pas ce que je vois dans la nature. Voilà, c'est un peu la culture de l'espace. Je le vois un peu comme ça aussi. Je pense qu'on va découvrir plein de méthodes qui permettent de faire des trucs encore plus de ouf. Comme un jour, ils ont découvert qu'avec le labour, ça dynamisait la vie bactérienne parce que ça a amené plein d'air dans le sol et on arrive à faire des trucs de ouf. Bon, c'était pas durable. Je dis pas que l'électroculture, c'est polluant, c'est pas durable, c'est machin, mais c'est de la nature, c'est faire très très bien. Ouais, pourquoi chercher à jouer avec Et puis en plus, est-ce que tu sais te fabriquer tes câbles, tes machins pour faire tes fils de cuivre, tes machins? Bon. Moi je sais que j'ai aussi une approche où je fais même pas de purin, je fais rien, mes plantes j'essaie de faire en sorte qu'elles soient autonomes, qu'elles soient aptes à se résister toutes seules. Donc voilà, l'aquaponie. L'aquaponie. Qui c'est qui a parlé d'aquaponie, je sais plus. L'aquaponie, pourquoi pas? Donc l'aquaponie, pour ceux qui ne savent pas, c'est les poissons qui polluent, on va dire, une eau qui est envoyée dans les plantes nettoient l'eau, ça retourne aux poissons, donc on produit à la fois des végétaux et du poisson. Alors moi, souvent, ce qui me dérange dans l'aquaponie, c'est que c'est souvent des surpopulations de poissons. Donc j'aime pas plus que ça l'aquaponie, mais pourquoi pas en ville, si on a besoin de produire sur des petits espaces en ville, ça se fait. Sur des immeubles, des vieilles usines, on récupère l'eau de pluie, avec des panneaux solaires, on fait tourner l'ensemble. Mais bon, souvent les systèmes que je vois, ça dépend de beaucoup d'intrants. Il faut ramener des intrants et surpopulation de poissons. Je suis pas hyper fan. Ouais. Et après, moi, ce que je me dis, c'est que je suis là où je suis pas très fan de ça non plus, mais j'ai envie de tester l'aquaponie, cela dit, pour voir quand même. Mais tu vas faire pousser des plantes dans une eau qui va être enrichie grâce à la détection de poissons, mais jamais tu auras une plante qui est d'aussi bonne qualité gustative et nutritionnelle et tout ça qu'une plante qui a été cultivée dans un sol riche et vivant. Là, c'est ok, tu profites peut-être des déjections de poissons, tu arrives à avoir un système autonome qui pourrait être intéressant dans certains cas. Peut-être un jour on aura tellement détruit les sols qu'on va devoir faire ça, donc ça sera intéressant. Mais aujourd'hui, pas forcément besoin. Et je vais dire quand même un truc sur lequel là ça peut être positif, c'est Wally là, de chez Atmosphère qui lui veut tester ça pour les boutures, pour faire de la bouture. Voilà, donc un petit aquarium ou un petit truc avec du poisson et avec de l'eau dans qui va passer, donc on fait un peu comme de l'aéroponie avec de l'eau qui est diffusée sur les systèmes racinaires, enfin sur les tiges coupées, donc pour faire de la bouture, faire une bouturette grâce à ça, pour avoir un truc performance pour faire de la bouture. Mais après la culture, c'est en pleine terre. Donc peut-être pour ça peut être intéressant. Ouais, ça dépend, dans certains cas, pourquoi pas. Quoi. Alors, il y a des petites questions qui sont... j'avais vu sur la Lune, les tours d'énergie des moines irlandais, est-ce que tu connais ça? Tour géodésique, magnétique, faite de pierre surélevée? Non, j'ai pas d'informations à ce sujet. Voilà, pareil. Alors, celle-là, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. The Breadcast qui demande, alors c'était lui aussi sur les tours géodésiques magnétiques, donc ça, voilà, pas testé. Pour moi, c'est encore un peu de l'espace et donc non. Par contre, c'est aussi de l'espace. Calendrier lunaire, est-ce que tu travailles avec la Lune ou pas? Non, je ne travaille pas avec la Lune. Je travaille pas avec la Lune. Non, je travaille pas avec la Lune parce que ça sera encore le sujet d'une vidéo entière, ça. Mais en gros, pour moi, les graines, elles tombent pas au sol toutes au même moment lunaire et ça dépendra de quelle phase de la colline t'es. Moi, je me fie plutôt au climat, à la température, à la chaleur et au temps que j'ai disponible. Je me fie pas du tout à la Lune. Je me suis même, à un moment donné, je travaillais dans un domaine viticole en biodynamie et du coup mon métier c'était de travailler avec la Lune et c'est en même temps que je lançais mon maraîchage commercial et je m'amusais à faire des semis pendant les moments où il faut absolument pas le faire. Ça marchait très bien. J'ai comparé les bonnes périodes, les mauvaises périodes, j'ai vu aucune différence. Ça c'est mon expérience personnelle, je veux pas dire que ça marche pas. Moi j'ai pas vu de différence et je trouve pas ça me paraît pas hyper instinctif, en tout cas c'est pas intuitif pour moi. Je trouve que les graines elles germent quand la température est bonne, le taux d'humidité est bon et c'est pas les mêmes, on a tous la même lune en France, on a tous les mêmes calendriers lunaires et pourtant on n'a pas du tout les mêmes climats, voilà. Pour moi ça me correspond pas. Ouais, voilà, écoute, moi c'est à peu près, c'est même exactement la même chose que je réponds. C'est quand on te dit c'est jour fleurs, c'est jour fruits, c'est jour machin, la graine elle va germer au moment où elle veut, tu la sèmes de toute façon, mais si tu la sèmes pas au bon moment, elle va germer quand elle voudra et ça changera pas grand chose. Et il n'y a pas beaucoup d'expériences scientifiques là-dessus qui prouvent que ça marche ou que ça marche pas. Il y a un gars, Ernst Zürcher, dont tu as dû entendre parler de lui déjà,
et qui un jour lui a voulu prouver, alors c'était sur des plantes tropicales, équatoriales, donc pas sur des trucs locaux, mais je pense que le résultat est parlant quand même. Il s'est dit on va tester, on va semer en lune montante, en lune descendante, en lune croissante, en lune machin, et il s'est aperçu effectivement que les plantes réagissaient par rapport à la lune. Mais c'est pas parce que c'est une plante fleur, une plante fruit, et d'ailleurs c'est quoi une plante fruit, c'est quoi une plante fleur? Si tu sèmes une carotte, c'est quoi? C'est légumes racines, mais elle fait des fruits aussi, elle fait des fleurs, elle fait des fruits, elle fait des feuilles. Donc c'est une vision personnelle. Comment la lune pourrait savoir, nous, notre vision du truc et s'adapter à nous? Voilà, donc Ernst Zürcher qui a testé, il s'est aperçu que les plantes réagissaient différemment, mais que sur une même famille, une même genre, deux espèces différentes, il y en a une qui va germer plutôt quand la lune est montante et une autre plutôt quand la lune est décroissante, et du coup c'est tellement différent pour toutes les plantes que le calendrier lunaire ne correspond pas du tout à tout ça. Et donc pour revenir un peu à ce que tu répondais toi, la lune, peut-être ça marche, peut-être c'est important, même apparemment c'est pas le cas, mais si ça l'était, le sol est plus important, le climat est plus important. Si ton calendrier lunaire il te dit là c'est jour feuille, tu peux aller planter des salades, alors, on n'est même pas sur du semis, mais il y en a qui disent tiens jour feuille je vais planter des salades. Si c'est un jour de canicule, si la lune elle te dit que c'est le bon moment, plante pas ta salade un jour de canicule, va la planter un jour où il va faire un peu couvert après, où il y aura moins de soleil. Et le calendrier lunaire ne sait pas le climat, il est fait à l'avance, il ne sait pas le temps qu'il va faire ce jour-là. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que de se baser sur ça. Bon, je sais qu'il y en a plein qui bossent à fond avec ça. Il y a des gens qui bossent avec ça et leur argument m'a plu. Ils m'ont dit, moi au moins le calendrier lunaire, c'est juste un moyen de me dire, ah ben tiens là c'est jour fruit, il faudrait faire les aubergines, ah ben tiens je vais penser à faire les aubergines. Et c'est une espèce d'organigramme un peu qui les aide à savoir faire. Voilà, même s'ils ne croient pas à la lune, le calendrier lunaire les aide à faire un peu tous les légumes au bon moment, plus ou moins. Voilà. Mais sinon voilà, moi la lune pareil, je pense pas plus si que ça marche pour certains qui continuent, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Ouais. J'ai testé moi un jour, mais j'ai pas envie d'être trop provoque parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment à fond de calendrier lunaire, mais j'ai testé un jour, il y a des jours feuilles, fruits et compagnie, et il y a les nœuds lunaires sur les jours sur lesquels il ne faut pas toucher aux plantes. Donc moi j'ai fait des semis ce jour-là. Et alors au début j'ai voulu tester ça, et sauf qu'à chaque fois le jour du nœud lunaire je pouvais pas parce qu'il y avait un truc, et les gens ils m'ont dit ah tu vois c'est ça, c'est en fait. Mais bon, et j'ai réussi quand même un jour à tester, à semer sur un nœud lunaire, bon, ça a germé autant que les autres jours. Donc voilà, et bien on a sauté quelques questions parce que sinon la vidéo va être trop longue et parce qu'on n'en pouvait plus et j'ai envie de m'arrêter un peu. On a quand même essayé de répondre aux questions les plus intéressantes. J'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises, que c'était intéressant. Ouais, j'espère. J'ai bien aimé ce petit battle là. J'espère que ça vous aura plu. On était à peu près d'accord sur tout. Ça m'a pas surpris en fait du tout. Exactement. Merci en tout cas d'avoir suivi jusque là. C'était une vidéo qui était très longue. Il y a des chances qu'au final, au moment du montage, elle aura été faite en plusieurs parties. Parce que sinon le montage va être long aussi. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous et compagnie, etc. Soutenez-moi sur Tipeee si ça vous dit pour que je puisse continuer à prendre le temps de faire des vidéos. Et je te fais passer le micro. Soutenez-le sur Tipeee aussi parce qu'il faut qu'il continue à faire des vidéos aussi. Et puis, à bientôt. Ouais, allez bientôt, merci, salut. C'est bon, là.